ce projet ECMOCOL, qui est un projet qui est financé et qui est déjà débuté, mais pour lequel on n'a pas encore de résultats. On a quelques résultats tests, c'est tout. Donc, le devenir des patients après l'ECMO, la première chose qui, à mon avis, n'est pas si évidente que ça dans notre pratique de réanimateur, c'est finalement pourquoi se poser la question. Parce que c'est pas si intuitif que ça, qu'au moment où nous on travaille, on gère l'urgence, hein, c'est quand même pour ça qu'on est formé, puis c'est quand même notre métier de réanimateur ou d'anesthésiste réanimateur. À quel moment faut-il se poser la question et finalement, bon, pourquoi se poser la question? Donc c'est pas si évident. C'est quand même ce qui nous intéresse. Ici, vous avez une petite photo d'un enfant qui va très bien. Alors c'est fait avec l'autorisation des parents, hein, puisqu'il y a son nom. C'est une petite diapo que j'avais passée à la Réunion, parce qu'il se trouve que c'était un petit Réunionnais. Et donc ça c'est un petit, c'est le premier enfant qu'on a eu comme cannulation UMAC. C'était en 2015, le 6 juillet 2015. Et donc ce petit-là, ben, il a un diagnostic postnatal de transposition des gros vaisseaux. Il est en état de choc, un peu réfractaire à Rennes. Il n'y a pas de possibilité de faire un Rashkin. Finalement, c'est quand même fait, mais ça ne change rien. Et donc, on va lui proposer une cannulation. Donc, c'est pas si évident qu'à ce moment-là, on va œuvrer pour la qualité de vie de l'enfant. En tout cas, c'est pas à ce moment-là, c'est sûr qu'on se pose la question. Et pour autant, on aimerait bien le savoir. Et puis, pendant son passage en ECMO, au bloc opératoire, etc., on va lui faire tout un tas d'examens, une surveillance. On va aussi le suivre à la sortie de réanimation. On va l'examiner. On va éventuellement lui faire un IRM après sa sortie de réanimation. Et puis, avec tout ça, on ne sait pas bien finalement en quoi ça peut influer ou en quoi ça peut être associé au devenir du patient. Mais effectivement, se poser la question du devenir, c'est de se poser la question de savoir, il faut toujours quand même proposer l'ECMO à tous les patients, ce qui n'est pas évident. Ça nous donne aussi, pour nous qui faisons, et on communique, et puis on fait des études sur le neuromonitoring de l'enfant sous ECMO, de suivre ces patients et d'avoir des évaluations tardives, on aimerait bien savoir si ça donne du sens à tout le monitoring qu'on propose à nos patients. Et puis une chose qui n'est pas faite ou très peu faite, alors déjà dans le monde, même au Canada d'ailleurs, et certainement pas beaucoup en France, c'est le suivi de ces patients. Qui faut-il suivre? Et puis une question qui est importante, on a des arguments pour penser aujourd'hui que le suivi en tant que tel a un impact positif. Donc c'est intéressant d'avoir du biscuit pour motiver le suivi de ces patients. Ça a un coût, ça consomme de l'énergie, du temps pour les gens, de la formation. Donc on aimerait bien avoir un petit peu de niveau de preuve et puis de savoir un petit peu de quoi on parle. Et puis il y a aussi l'entourage quand même. On a des patients qui parfois, et quand même assez souvent, ne sont pas des malades absolument sains avant la cannulation. On a quand même beaucoup de patients cannulés dans le cadre d'une maladie longue. On a parlé ce matin de l'oncohématome, mais c'est vrai aussi pour les cardiopathies congénitales. Les parents ont en général entendu parler du devenir, et l'événement aigu est quand même régulièrement l'occasion de parler du devenir de l'enfant ou de reparler du devenir de l'enfant. Et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des réponses. Alors, il y a plein d'événements, évidemment, en ECMO qui conditionnent le pronostic. Ça, je pense que vous savez ça. Une revue qui est très bien faite, je vous montrerai la photo juste après, de néonatologie, commence à dater. Et effectivement, il y a plein de choses qui conditionnent le pronostic. Et alors, on a toujours tendance ici, pas seulement au club ECMO, mais dans la tête des gens, d'imaginer que c'est les accidents vasculaires cérébraux sous ECMO qui vont conditionner le pronostic. C'est beaucoup trop simple de penser ça. Dans les études, il y a au moins autant d'arguments pour penser que la condition avant l'implantation de l'ECMO est très associée au pronostic. Donc la sévérité de la maladie avant l'implantation de l'ECMO, qui pose la question du timing de l'ECMO, évidemment. Le terrain, puisque très souvent, nos patients ont un terrain de maladies cardiaques ou de maladies chroniques. Et puis la question de la réversibilité de la maladie sur laquelle on travaille est très importante. C'est évident que
La question de l'ECMO, par exemple, chez un patient qui a une hernie diaphragmatique, n'est pas la question de l'ECMO chez un patient qui a une myocardite aiguë, puisque dans un cas, la hernie diaphragmatique, on va imaginer que le poids de la maladie et de la sévérité de la hernie conditionne énormément le pronostic, tandis qu'une myocardite aiguë virale est un processus réversible et qui, si tout est bien fait et pris à temps, a priori, notre intervention médicale au moment de l'ECMO va être prépondérante sur le pronostic neurodéveloppemental de l'enfant. Voilà, on a des événements quand même per-ECMO et on se forme tous pour à la fois les dépister, les éviter et les manager. À partir de là, eh bien, quand on s'intéresse au suivi, malheureusement, et vous le savez, on s'intéresse qu'à peu près à la moitié des patients dans les études, et ça avant même les pertes de vue. Et puis après ça, on a aussi d'autres événements qui vont survenir pendant l'hospitalisation, la durée de séjour, et puis notre examen clinique à la sortie, éventuellement des examens d'imagerie qui vont pouvoir non pas conditionner le pronostic, mais être associés, permettre de faire un petit peu de pronostic. Et puis il y a le suivi des enfants qui est très variable selon les endroits, selon les centres. En général, les patients qui sont des nouveau-nés au moment de leur prise en charge ont la chance de pouvoir être intégrés à des réseaux de suivi dont le fonctionnement est basé sur le modèle du suivi des nouveau-nés prématurés. Et beaucoup de ces réseaux de prématurés incluent et prennent en charge, donc avec un financement qui va avec, les nouveau-nés qui ont une cannulation ECMO ou qui sont porteurs d'une cardiopathie congénitale. Ça n'est pas le cas quand même sur tous les réseaux, mais les autres enfants qui sont cannulés à l'âge de 7 mois à 8 mois, en général, échappent au suivi, en dehors du suivi de spécialistes d'organes, qui peuvent quand même être alertés et très bien formés au dépistage de certaines déficiences et adressés à ce moment-là aux bons spécialistes. Alors, hop là, next. Et donc, bon voilà, tout ça va conditionner ce qu'on appelle grossièrement le neurodéveloppement, dont je ne suis pas du tout spécialiste. Et bien, la qualité de vie, c'est encore un petit peu autre chose, puisque pour parler de qualité de vie, évidemment, on va parler de séquelles neurologiques, de neurodéveloppement, de qualité de développement, mais toutes ces éventuelles séquelles, entre guillemets, ne sont pas associées à du handicap, ne sont pas forcément associées à un recours aux soins et un retentissement dans la vie quotidienne. Il y a aussi un impact de l'environnement. C'est évidemment pas pareil d'avoir une hémiplégie ou un trouble de l'attention et d'être dans une famille de parents instituteurs vivant en milieu urbain et être très stimulé, ou dans un milieu non francophone ayant un accès aux soins difficile, etc. Donc tout ça fait la qualité de vie, et donc c'est une évaluation qui est très multimodale et assez difficile. Pourtant, vous allez voir qu'il y a des outils pour la mesurer. Alors, cette idée du pronostic, maintenant, conditionne-t-elle le choix de partir en ECMO? Moi, je ne crois pas. Dans ces questions d'évaluation de la qualité de vie, on est sur le devenir après l'ECMO, comment continuer la prise en charge de ces patients-là, mais dans l'urgence, c'est assez peu. Cela dit, je ne pense pas que dans la salle ici, on ait cette idée préconçue, mais c'est quelque chose qui, parmi nos collègues, est parfois source d'inquiétude. On a l'impression que l'ECMO en tant que tel va générer du handicap. C'est quand même globalement assez faux. On fait l'ECMO pour préserver l'oxygénation cérébrale et faire du mieux qu'on peut pour sauver la vie et, si possible, les neurones. Et donc, globalement, quand on regarde quand même les groupes ECMO et des patients appariés, c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins bien sur le plan neurodéveloppemental que des sujets sains contrôle du même âge, évidemment. Pour autant, dans les maladies graves, en général, on ne retrouve pas de différence et même probablement un bénéfice quand même qui n'est pas vu, mais ne serait-ce qu'en termes de survie, à des patients qui ont une cannulation à bon escient au bon moment. Donc la question n'est pas de savoir si la qualité de vie ou le pronostic doit guider nos choix au moment où on fait la cannulation, mais de profiter de ces réflexions et de ces données pour affiner le timing et les indications, l'ECMO, et de continuer à travailler sur le traitement conventionnel.
Alors, il y a peu de littérature, ce qui permet de faire un petit catalogue, mais qui sera assez bref sur le sujet. Il y a essentiellement 3 équipes qui travaillent bien, qui travaillent bien, mais enfin qui travaillent beaucoup sur le sujet. Il y a un réseau de soins qui est vraiment très inspirant et qui est très intéressant, qu'on a déjà présenté très souvent au Club ECMO, qui est le Yucca Collaborative Group, qui est donc un centre qui, au départ, vient du Great Osmond Street Hospital. Vous savez qu'en Angleterre, il y a un réseau de soins très particulier autour de l'ECMO qui ont fait que c'est des soins qui sont très centralisés dans quelques centres. Donc évidemment, ils ont des cohortes qui sont intéressantes et éventuellement des cohortes de suivi. Alors, une petite remarque sur ces études qui ne sont pas françaises, c'est qu'évidemment, de même que le ratio infirmier va être différent, les modalités de suivi de prise en charge des patients sont également très différentes et le système anglais n'est pas trop comparable sur ce point au système français. Tout ça pour dire que sur 400 patients inclus à peu près survivants de l'ECMO sur une période de 10 ans, eh bien, ils ont pu joindre 89 patients. Ça, c'est une étude qui est publiée après une autre étude qu'on verra plus tard, et qui en fait est un préalable à la mise en place d'une clinique de suivi. Et ce qu'on peut voir sur cette étude, qui donc 1 an après l'ECMO est une interrogation des parents avec des items que je n'ai pas développés, mais qui sont très proches de ce qu'on va voir dans les échelles de qualité de vie, cherche à recueillir ce qui n'est pas visible dans le dossier des patients et au travers du suivi de spécialistes d'organes, par exemple un pneumologue ou un cardiopédiatre. Et donc, ce qu'on voit, et alors pour les gens qui ont l'habitude d'aller dans les congrès de cardiopédiatrie, ce n'est pas du tout surprenant parce que c'est assez similaire finalement. Mais en tout cas, ce qu'on retrouve ici, qu'on voit bien, donc c'est finalement à peu près 1/3 des patients. Hein, donc les patients ne sont pas sélectionnés par rapport à leur gravité initiale, c'est ça qui est quand même important à signaler. 1/3 de ces patients, vous voyez, ont des difficultés de langage, des difficultés qui sont de l'ordre de la concentration, qui sont des difficultés de mémoire, d'hyperactivité, des choses comme ça. Donc le message de ça, c'est que ce sont des éléments neurodéveloppementaux qui vont impacter la qualité de vie, éventuellement la qualité de vie de la famille, parce que si vous avez déjà vu une famille avec un enfant hyperactif, ça peut retentir vraiment sur toute la fratrie, toute la famille, ça peut être très pénible. Et pour autant, on est loin du stéréotype de l'enfant qui va avoir un AVC pariétal ou capsulaire droit et une hémiplégie gauche, et puis qui va traîner de la patte en consultation. Ce n'est pas du tout ça, les séquelles de l'ECMO, c'est beaucoup plus ce genre de déficiences qui vont être au mieux dépistées par des consultations spécialisées, et idéalement ce qu'on appelle, chez nous, en tout cas à Nantes, un centre des troubles de l'apprentissage de l'enfant. Et c'est vrai que si on ne passe pas par ce genre d'évaluation, on va passer en général à côté des séquelles. Alors heureusement, il y a des échelles qui sont disponibles pour faciliter ce travail de dépistage. Ici, une étude canadienne du Canada, de l'ouest du Canada, qui est une étude présentée comme une étude longitudinale, qui en réalité est une étude transversale, on reverra ça. Et donc on a 47 survivants à l'ECMO sur une période de 10 ans. Donc un petit point pour dire que des études qui sont difficiles à mener, parce qu'il y a peu de patients, on s'intéresse aux survivants et encore à ceux qu'on peut rattraper. Et donc on a mesuré la qualité de vie tout simplement de ces patients-là en utilisant une échelle de qualité de vie. Donc je vais vous détailler à peine, mais très brièvement cette échelle, puisque c'est celle que nous, on va utiliser et qu'on utilise actuellement là dans l'étude, qui est une échelle, qui existe à partir de l'âge de 2 ans, donc, raison pour laquelle en général le critère d'inclusion dans ces études de suivi sont des patients à partir de l'âge de 2 ans. À partir de l'âge de 2 ans, donc, ça va être les parents qui vont renseigner les items à partir d'échelles d'émoticônes. Et puis l'âge avançant, il va y avoir une échelle faite pour les enfants et une échelle faite pour les parents. On a une très bonne concordance entre les évaluations des enfants et des parents, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Et donc il existe des échelles. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les échelles, simplement j'ai choisi ici l'échelle 5 à 7 ans, et vous voyez qu'on va investiguer plusieurs sphères. Les échelles sont un tout petit peu différentes selon les versions. Il y a 4 ou 5 sphères qu'on utilise.
Alors moi, je répète tout ce que j'ai appris auprès des gens qui font du neurodéveloppement. Hein. Mais bon, c'est pas très compliqué. Et donc, vous voyez que ces échelles, qui sont des échelles de qualité de vie en lien avec la santé, Health Related Quality of Life, et vont explorer les sphères de la capacité physique, de l'état émotionnel, des relations avec les autres et de l'école. Et il y a aussi des questionnaires, d'ailleurs, qui sont adaptés, qu'on peut donner aussi aux enseignants, qui peuvent participer aux évaluations, que nous, on a choisi de faire aussi, d'ailleurs. Donc, si je vous montre les échelles, c'est pour pouvoir percevoir ce qu'est la qualité de vie. Et au-delà des chiffres, parce que vous allez voir des résultats d'études, voilà, on a 64 de qualité de vie dans le groupe ECMO versus 89 chez les volontaires, chez les patients qui n'ont pas de maladie. Bon, bah, très bien, 64, qu'est-ce que ça représente? Ben, voilà ce que ça représente. En fait, ça représente des patients qui ont des mal à faire leurs devoirs, donc on a du mal à faire leurs devoirs, donc on sollicite les parents, donc ça énerve tout le monde, etc. Même si c'est très bien de faire les devoirs avec les enfants. Mais on oublie des choses, c'est-à-dire que tous les jours, l'enfant oublie de mettre son manteau quand il pleut, que tous les jours, l'enfant oublie de mettre sa couche, fait pipi au lit, on change les draps, etc. Donc c'est un peu tout ça, la qualité de vie. Vous voyez qu'on est assez loin du Glasgow Score, on est assez loin du PCPC, etc. Voilà. Alors ces échelles qui ont l'intérêt d'être très bien décrites, avec des très bonnes reproductibilités, qui sont validées dans plein de pathologies et qui permettent les comparaisons de groupes entre eux. Voilà, et donc pour dire cette étude, maintenant pour revenir rapidement sur les résultats de ces études, ce qu'on aperçoit dans cette étude, c'est que 50% finalement de la population des ECMO vont faire moins bien que la population générale. Surtout, on va avoir quand même essentiellement des problèmes dans la scolarité, raison pour laquelle c'est vrai qu'au mieux, on étudie la qualité de vie au moment de la scolarité, passé l'école maternelle. C'est vrai qu'à l'âge élémentaire, les pédiatres de neurodéveloppement nous disent que vraiment à 5 ans, à 6 ans, là on a quand même une bonne idée de ce qui est l'air des conséquences, ici de l'ECMO, mais éventuellement de la maladie qui a suivi, etc. C'est un bon moment pour étudier. Avant ça, on peut encore un petit peu passer à côté de choses assez fines. Voilà. Alors, est-ce que ça a un intérêt de comparer les gens qui ont un ECMO à des volontaires sains? Je ne sais pas, mais sans surprise, ils font un petit peu moins bien. Un peu plus intéressant probablement, étant donné que, en gros, 50% des indications d'ECMO cardiaque, en tout cas dans la période néonatale, est en lien avec le parcours des cardiopathies congénitales. C'est intéressant de comparer à une population de cardiopathie congénitale qui, eux aussi, font un petit peu moins bien que la population générale, mais alors là, on peut les stratifier en fonction du type de cardiopathie, évidemment. Et d'ailleurs, eux aussi, c'est surtout sur la sphère langage, capacité d'attention à l'école et mémorisation qui font moins bien. Et alors après, avec ce genre d'études, on a des résultats qui peuvent même presque porter parfois à sourire. Vous voyez qu'ici, finalement, on apprend que le score inotrope serait associé au neurodéveloppement à long terme. Ce qui paraît, on ne voit pas bien comment on pourrait intervenir là-dessus, jouer là-dessus, avec des analyses multivariées. Bon, en réalité, il suffit d'aller lire un peu sur la manière dont est calculé l'effect size pour s'apercevoir que le petit p est significatif, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, probablement que l'intérêt de ce genre d'études n'est pas tout à fait là. C'est vrai qu'on aimerait voir dans ce genre d'études un peu plus de neuromonitoring et de voir en fait quels patients véritablement ont des déficits. C'est ce que nous, on essaiera de faire. Alors, une autre étude ici, publiée un petit peu plus tard, du deuxième groupe qui s'intéresse, et qui est cette fois-ci américain. Alors c'est CHOP, c'est donc Philadelphie, très très gros centre de chirurgie cardiaque, beaucoup également d'ECMO, un petit peu moins de survie. Et vous voyez que même dans ce centre, alors là c'est un problème probablement du système de santé américain, avec des centres, très gros centres hyper spécialistes pour des gestes très techniques, par contre qui en général perdent de vue complètement le suivi des patients, et donc ils sont malheureusement pas très appropriés pour faire ce genre d'études, puisque on parle de 400 ECMO et on arrive finalement à 33 d'inclusion dans une étude de suivi.
ce qui est pas très élevé. Et puis là encore, on va avoir une comparaison des données de la littérature. En fait, il y a des banques de données qui existent, et en plus qui sont nationales, puisque c'est pas pareil la qualité de vie en France, en Ukraine en 2023 ou aux États-Unis en 2018 évidemment. Ici, on revient sur cette série et cette équipe qui sont probablement un petit peu les leaders, puisque aujourd'hui, ils ont mis en place un suivi systématique pour aller dépister des troubles non visibles du neurodéveloppement de l'enfant après ECMO, puis je pense après réanimation tout court. Donc c'est encore, pour revenir à ce qu'on disait ce matin, l'équipe de Laurent Elso d'ailleurs qui fait ça. Et donc cette fois-ci, eux, ils se sont intéressés à nous reporter les résultats de leur expérience de centre. Donc pour le Club ECMO, on n'avait pas trouvé justement de centre qui fait ça en français, hein, c'est pour ça que je le présente comme ça, hein, c'est pour dire que ça reste rare. Et donc voilà, en fait, c'est une follow-up clinique, en fait, c'est tout simplement des médecins qui dégagent leur temps et qui se sont formés à l'évaluation de neurodéveloppement assez basique. Donc ça se fait. Nous, on a une collègue, Bénédicte, de notre service qui s'est formée à ça, à faire passer les échelles, à faire du dépistage. Et puis, une fois qu'on a dépisté, alors là, par contre, c'est là que le travail commence, c'est qu'après, il faut adresser au bon praticien, mettre en place des suivis et puis voir de quelle manière on peut améliorer les déficiences. L'intérêt de cette étude, c'était de voir un petit peu quels étaient les déficits non reconnus habituellement, et puis comment faire mieux pour adresser ces patients aux bons spécialistes. Et ils ont peu de patients inclus, mais ils rattrapent un petit peu les choses en envoyant des lettres aux médecins généralistes. Bon, je vais passer un petit peu vite, tout ça pour dire que voilà, il y a à peu près une centaine de patients qui ont pu être analysés de cette manière. Et là, ça nous paraît déjà un petit peu plus intéressant en termes de qualité de cohorte, puisque on a, je dirais, enfin des choses qui commencent à nous intéresser, à savoir que le fait de présenter un événement neurologique pendant le suivi sous ECMO, lui, est associé à la mise en évidence de déficiences, comme vous l'avez vu, hein, sur des choses assez fines, à 1 an. Alors 1 an, c'est pas beaucoup pour un néonatologiste comme suivi. Qu'est-ce que c'est ANE ? On a déjà présenté ça. Acute Neurologic Event, c'est des convulsions cliniques, mais aussi des convulsions infracliniques, donc c'est pour les gens qui font de l'AEG continu, des lésions en imagerie ou des déficits objectivés. D'accord ? Là, on est chez les survivants, hein, parce que quand on s'intéresse à toute la population, il y a aussi les morts cérébrales, mais là, évidemment, c'est moins intéressant. Mais donc, ça donne un petit peu probablement de poids pour screener les malades qui pourraient éventuellement être suivis dans l'avenir dans ce genre de clinique. Alors, j'en viens fort de toutes ces lectures à parler de cette étude qui s'appelle ECMOCOL, pas un titre vraiment fouillé, mais bon voilà. Alors, pour dire évidemment immédiatement hein, que c'est ce genre d'étude qui n'est pas menée par uniquement la réanimation, moi je crois que en tout cas ce ne sera jamais mon travail de faire ce genre de choses, simplement ça nous intéresse quand même d'avoir le devenir de nos patients. Déjà, c'est très intéressant de reprendre contact avec les patients parce que c'est évidemment humainement très intéressant. Et puis aussi, ça donne du poids à ce qu'on fait pendant la réanimation, éventuellement. Enfin, on verra ce qu'on trouve. Alors, le CRTA, c'est le Centre des références des troubles de l'apprentissage. Et donc, on s'est associé pour monter ce projet à un neuropsychologue spécialiste des troubles de l'apprentissage. On s'est associé à un néonatologue spécialiste du neurodéveloppement. On s'est associé à Pascal Amédro, là, qui est responsable de l'évaluation de la qualité de vie. Et puis, j'oublie certainement du monde, mais bon, bref. Donc, c'est une étude observationnelle transversale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les patients ont eu un âge différent éventuellement et ont été cannulés à un moment différent, mais on va tous les évaluer au même moment. Alors,
Le problème de ça, c'est qu'évidemment, on va recueillir quand même les événements qui auraient pu survenir entre l'ECMO et l'évaluation, parce qu'il peut se passer qu'il y a un événement de vie qui nous donne du biais dans nos résultats. Mais à l'inverse, et vous avez vu dans les études, malheureusement, si on veut faire des études longitudinales, donc faire du suivi de cohorte longitudinale, en fait, avec les volumes de patients qu'on a et l'éparpillement des patients dans les centres, les départements, etc., c'est quasiment impossible. Et donc, comme les Canadiens n'ont pas réussi, et les Anglais, on ne va pas essayer. Et donc voilà, le design, c'est ça. Et donc, on a inclus, parce que ça y est, les inclusions sont faites, tous les nouveau-nés enfants de moins de 10 ans qui ont été supportés par ECMO entre 2014 et 2021. C'est tout simplement des années pendant lesquelles on a les données assez détaillées de la truc. Et on va comparer à des témoins appareillés de réanimation. Et l'objectif principal, c'est d'écrire la qualité de vie, je n'insiste pas. Et les objectifs secondaires, certainement intéressants aussi, et qui devraient apporter un peu plus que ce qui est connu, on espère, en fonction des nombres de patients inclus. Ce qu'on voudrait, c'est nous décrire plus précisément, de faire la part des choses entre la condition avant l'ECMO, entre les complications survenues pendant l'ECMO, puisqu'on a la chance d'avoir une cohorte qui est très bien détaillée sur ce point de vue-là, les anomalies du neurodéveloppement, puisqu'il va y avoir des échelles et des évaluations neurodéveloppementales un petit peu poussées, et la qualité de vie. Et puis il y a des objectifs qui sont qualitatifs, et c'est probablement au moins aussi important, c'est pour nous, parce que comme il y a des contacts téléphoniques, et éventuellement des contacts de visu, c'est l'occasion d'avoir un rapport des parents, la perception des soins qui ont été donnés à l'enfant, et l'occasion de débriefer. Et en fait, moi-même, j'ai juste appelé pour l'instant que 12 patients, parce qu'il y a d'autres gens, un interne qui fait sa thèse là-dessus. Mais déjà, il y a déjà plein de choses à revoir avec les gens. Hein. On s'aperçoit que les gens sont quand même parfois secoués. Ou alors d'autres très contents, et puis spontanément, ils veulent venir, parce qu'ils sont tellement contents qu'ils veulent venir pour participer. Alors, on avait 162 patients qui ont été cannulés pendant cette période. Il y a seulement 81 hasard, mais 50% de survivants qui avaient plus de 2 ans à la date de début de l'étude, c'est-à-dire il y a 15 jours. Il y a 7 qui sont morts quand même tardivement. Et donc on avait 74 patients incluables. Et en fait, c'est pas si mal. Alors juste, on a déjà présenté ça, mais toute cette population, elle est déjà un peu multiscreenée, puisque ils ont tous été déjà inclus dans ces études-là que je vous montre rapidement. Donc on a les imageries, le G, etc. Donc c'est très simple, il n'y a plus qu'à croiser les bases. Et puis donc voilà un peu. Alors par contre, on sollicite beaucoup les parents. Donc là, on est dans la période test. On voit que c'est faisable, mais que c'est quand même un peu compliqué. Donc c'est des sollicitations, des questionnaires qui sont adressés. On va évidemment, moi ça me paraissait pas évident au début, mais on va interroger les parents sur leur niveau socio-économique. Et on a des échelles aussi de stress parental, puisque ça, c'est bien connu pour influer la qualité de vie et surtout la façon de répondre aux échelles de qualité de vie par les parents quand c'est les parents qui répondent. Donc ça permet d'ajuster les résultats sur la qualité de vie. Et puis après, selon l'âge de l'enfant, il y a un certain nombre d'échelles qu'on leur fait passer qui ont pour but, d'évaluer la qualité de vie puisque c'est le critère de jugement principal, mais aussi la qualité du neurodéveloppement avec des échelles qui vont explorer différentes sphères, que ce soit moteur et les capacités exécutives. C'est tout ce que j'ai un petit peu résumé tout à l'heure là, sur ce qui se passe à l'école. C'est vraiment là, a priori, qu'on va aller chercher les déficiences. Voilà. Hein, donc, voilà. Et puis le groupe des témoins appariés, on a une base de données locale, et donc on va apparier par année de cannulation, puis sur critères diagnostiques, vous voyez là un tableau de répartition des critères. Bon, ça c'est facile à faire. Hein. L'âge au plus proche, et enfin la donnée d'hospitalisation. Voilà le point d'étape, donc c'est soumis au CPP, c'est financé, tous les coordonnées ont été vérifiées, les parents ont été joints, ils ont donné leur consentement. Donc ça, c'est des étapes c'est ça qui nous a fait perdre du temps, mais on s'est dit que
si on ne prenait pas le temps d'appeler tout le monde et qu'on discutait et qu'on présentait l'étude, on aurait une adhésion assez faible. Et comme on n'a que 74 candidats potentiels, si on envoie des courriers sans mettre le paquet, on a vraiment peur de ne pas avoir beaucoup. Donc on a quand même eu un refus. On a quand même 3 personnes qu'on n'a pas du tout pu rejoindre. Et là, on a 12 patients qui ont commencé à remplir les questionnaires et qui ont l'air de s'en sortir. Mais pour vous dire, on va assez loin. Il y a quelqu'un chez qui on l'a fait à 2 sur WhatsApp, parce qu'il est au Bénin, mais il a accepté de répondre. Donc on y est allé, on a mis une dame qui arabophone en contact avec un interprète. Bon, on essaye de se donner les moyens pour avoir tout le monde, mais bon, c'est là que ça va se jouer, quoi. Hein, mais c'est pas facile. Hein. Voilà, donc malheureusement, tout ça fait que ce sera pour l'année prochaine les résultats. On ne fera pas l'introduction, donc ça durera 5 minutes. Voilà. Merci.